Allez, nouveau numéro de Mégatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de Donald Trump qui recule d'un pas dans ce poker menteur de la guerre commerciale. Bonjour Bastien. Bonjour. Bastien Dru, donc responsable des études et de la stratégie CCPRM. C'est vrai que cette volte-face de Donald Trump a pris quand même un petit peu sur les droits de douane réciproques, faut-il le rappeler, a pris quand même tout le monde de court. Pourquoi au final il a fait machine arrière, sauf vis-à-vis de la Chine, ça on en parlera après? Alors, il y a probablement deux raisons. La première raison, c'est que c'était prévu depuis le début. Et la deuxième raison, c'est ce qui s'est passé sur les marchés financiers. Donc, quand je dis que c'était prévu depuis le début... Ouais, là, vous m'avez perdu, là. C'est que quand Donald Trump, lors du Liberation Day, le 2 avril, a annoncé les droits de douane réciproques, il a dit c'était 20 points sur l'Union européenne, 34 points sur la Chine et par exemple 46 sur le Vietnam. En fait, c'était pas 20, 34 et 46. C'était 10 plus 10. 10 plus 24 et 10 plus 36. C'est comme ça que c'était formalisé déjà dans les textes. Donc il y avait vraisemblablement déjà l'idée qu'il y avait 10 points qui resteraient ad vitam aeternam, entre guillemets, et puis que le reste qui était au-dessus de ces 10 points était en fait un élément de négociation avec les différents pays. Donc probablement c'était déjà... À revenir dessus au bout d'une semaine. Alors, ça faisait partie du plan. Il est probable que oui. Et pour le timing finalement du moment de la pause sur ce qu'il y avait au-dessus de ces 10 points, c'est probablement les conditions financières. Parce que quand même là, on a eu une dégradation des conditions financières qui a été extrêmement forte. Pour être concret, le marché action a beaucoup baissé aux États-Unis. Si on prend le S&P 500, en date d'hier soir, on avait l'une des plus mauvaises années sur le 21e siècle. On est à moins 10% depuis le début de l'année, donc c'est un très mauvais départ. Et puis surtout, ce qu'on a pu constater sur les derniers jours, c'était le fait que cette vraiment dégradation des conditions sur le marché financier commençait à atteindre le marché obligataire avec des taux longs qui ont commencé à monter de façon significative. Et ça, Donald Trump l'a dit lui-même, c'est l'un des éléments qu'il a alerté, c'est quelque chose qu'il a voulu stopper entre guillemets. Donc dans les marchés financiers, on parle du Trump put, c'est où se situe le Trump put, à partir de quelle dégradation des conditions financières Donald Trump fait un peu machine arrière. Là, on a commencé à le voir un petit peu sur le marché obligataire, quand les taux d'intérêt ont un petit peu trop monté, c'est là qu'il a déclenché sa pause, entre guillemets. Voilà, autant il a baissé la pression de Donald Trump sur ses partenaires commerciaux, autant il surenchérit face à la Chine, la surtaxe donc sur les produits chinois qui a été encore rehaussée hier. On ne s'y attendait pas, maintenant on est à 145%, donc un niveau quasiment prohibitif. Les marchés actions américains pour le coup sont repartis à la baisse. Est-ce qu'on se dit que les espoirs de désescalade dans cette guerre commerciale sont douchés ou c'est uniquement maintenant vraiment la Chine qui est l'ennemi numéro 1 et qui est visée? Alors, la guerre commerciale, clairement, n'est pas finie, pour le dire comme ça. On voit que hors Chine, déjà, il va y avoir un temps de négociation pendant 3 mois avec tous les autres pays. Maintenant, avec la Chine, c'est clair qu'il y a eu une vraie escalade extrêmement importante. Donc, vous venez de le dire, les Américains sur les produits chinois, les droits de douane sont maintenant de 145%. Les Chinois sur les produits américains sont à 84%. Maintenant. Donc on a des droits de douane qui sont extrêmement importants qui probablement vont arrêter les flux commerciaux entre c'est la Chine les qui a deux le plus zones. à perdre puisque c'est elle qui a un excédent de 100 milliards d'euros. Et ce qu'on a pu voir dans les dernières heures, c'est des cargos chinois qui font demi-tour maintenant parce que les droits de douane sont devenus tellement importants que ça n'est plus rentable finalement d'acheminer les biens jusqu'aux États-Unis. Donc là, on a vraiment une situation qui se durcit très très fortement. On peut imaginer qu'il y aura une désescalade à un moment parce que si on en restait là, ça pourrait faire très mal aux deux pays parce qu'il y a tout un tas de biens que les États-Unis importent et qu'ils ne peuvent pas importer par ailleurs, pour lesquels il n'y a pas forcément de concurrence. Donc il y aurait potentiellement des pénuries? On pourrait imaginer des pénuries sur certains biens, si ça en restait là, évidemment. Et puis dans l'autre cas, la Chine est déjà dans une phase de surproduction pour énormément de biens. Le fait de ne pas pouvoir écouler ces produits vers les États-Unis va aggraver cette surproduction et va causer clairement des problèmes pour les entreprises chinoises. Et il y aura probablement des plans de soutien si on en restait là de la part des autorités chinoises, mais ça ferait très très mal pour les deux économies si on en restait là. Trump, donc, il veut aller au bout de son bras de fer avec la Chine, mais il veut négocier et trouver en tout cas un deal avec les autres, avec le Japon, la Corée, la Thaïlande, l'Europe. En même temps, il dit aux Européens, votre proposition de baisser le droit de douane à 0, ça ne m'intéresse pas. Il faut acheter pour 300 milliards d'énergie, de gaz et de pétrole américain, mais c'est pas. Donc c'est ça, parce qu'on a des contrats avec d'autres pays et que
Je ne sais pas d'ailleurs si les Américains pourraient fournir une telle quantité. Alors déjà, une première question, c'est est-ce qu'il y aura du LNG américain pour tout le monde? Parce que tous les pays du monde disent oui, nous on est prêts, d'accord, pour vous faire plaisir à acheter plus de LNG américain. Mais, du GNL. Du GNL, pardon. Et il n'y en avait pas forcément les capacités de production suffisantes pour fournir à toute la planète. Donc ça, c'est un petit peu compliqué mécaniquement, par construction. Puis ensuite, il y a la même chose pour... Qu'est-ce qu'exportent les États-Unis? On a des avions, on a du pétrole, on a du gaz. Donc oui, éventuellement, les pays peuvent acheter un peu plus de pétrole et de gaz américain, mais on voit mal quand même les Européens à commencer à acheter beaucoup plus d'avions Boeing. Enfin, ça paraît assez peu probable qu'on en arrive là. Donc ces négociations vont quand même malgré tout être compliquées sur les semaines qui arrivent, beaucoup plus que on pourrait croire quand on voit la réaction des marchés de jeudi. Hors Chine, c'est pas la fin du virage protectionniste de Trump. Hors Chine. Non, parce que là, par exemple, il y a eu des communications, par exemple, d'un pays comme le Vietnam. Le Vietnam, donc là, les droits de douane ont augmenté de 46 points. Et là, ce qu'a indiqué le Vietnam, c'est qu'ils vont vraiment négocier avec les Américains et qu'ils seraient contents s'ils arrivaient à des droits de douane entre 22 et 28%. Donc on ne reviendra pas au monde d'avant, même post-négociation avec Donald Trump, les droits de douane seront significativement plus élevés que ce qu'ils étaient avant. On est où aujourd'hui d'ailleurs? Parce qu'en fait, on se perd avec tous ces chiffres de droits de douane, de surtaxe douanière. On est où? On était où avant? On est où aujourd'hui? Pour les États-Unis, alors avant le le deuxième mandat de Trump, avant le 20 janvier, 4%. On était à 2,5%. Ouais. Les droits de douane moyens sur le reste du monde, Chine comprise, on était à 2,5%. Là, avec ce qui a été annoncé cette semaine, avec les hausses de la semaine dernière, la baisse de cette semaine et l'escalade avec les États-Unis, on a quand même, avec la Chine, pardon, on a quand même des droits de douane qui devraient être au niveau moyen aux alentours de 25 à 30%, ce qui est très élevé, ce qu'on n'a pas vu depuis le début du XXe siècle. Alors évidemment, ça c'est avant qu'il y ait des réallocations des flux commerciaux, et peut-être qu'après, on serait vers les 20% de droits de douane moyens sur les importations américaines, ce qui nous met des niveaux qui sont quand même extrêmement élevés, et les conséquences sur le commerce mondial et sur l'économie mondiale seront malgré tout négatives, c'est très clair. On a des marchés boursiers qui font le yo-yo, évidemment. Il faut se dire que cette volatilité liée à Trump va se poursuivre. La volatilité va se poursuivre. Peut-être pas dans les mêmes proportions que ce qu'on a connu cette semaine, parce que ça c'est inouï. Enfin, oui, on a une variation quotidienne de 4-5%, voire plus. Oui. La hausse de cette semaine sur le Nasdaq de 12%, je pense que ça faisait un quart de siècle qu'on n'ait pas vu ça. Il y a eu dans les derniers jours, parmi les plus grandes baisses de l'histoire, parmi les plus grandes hausses de l'histoire, donc une volatilité qui est extrêmement forte. Cette volatilité, même si elle sera peut-être un petit peu moins forte, elle va perdurer de toute façon, parce qu'il va continuer à y avoir soit une escalade avec les Chinois, soit une désescalade avec les Chinois, soit des avancées ou des négociations qui patinent avec les autres pays. Et donc on va continuer d'avoir une volatilité élevée, une incertitude qui n'a jamais été aussi élevée historiquement sur les questions commerciales. Tout ça évidemment aura un impact sur nos économies et l'économie aussi américaine. Je veux dire, il ne faut pas oublier que c'est peut-être eux qui vont le plus en pâtir ou pas? Clairement, l'économie américaine va beaucoup souffrir de ce qui est en train de se passer. Plus que les autres? Au niveau de avec la Chine, c'est difficile à dire, parce que la Chine va quand même beaucoup souffrir, mais plus que les autres pays hors Chine. Oui, ça c'est à peu près clair. Les estimations sont très difficiles à faire parce que les droits de douane changent tous les jours. Alors que normalement, les droits de douane, c'est quelque chose qui est censé ne pas changer au fil des années, qui a très très peu changé sur les 50 dernières années. Et donc là, avoir c'est un casse-tête pour les entreprises. C'est un vrai casse-tête pour les entreprises. Donc l'incertitude sur ces droits de douane crée une incertitude pour les décisions d'investissement des entreprises. Donc il y a moins d'investissement, c'est la même chose pour la consommation des ménages. Donc ça déjà en soi, c'est très difficile à quantifier, mais cette incertitude pèse sur toutes les économies. Aux États-Unis, ce qui est chiffré, c'est une perte de pouvoir d'achat des ménages en moyenne de 3 000, 4 000 $ par an. C'est quand même très important. On a aussi le niveau général des prix, le niveau des prix qui va augmenter de 2% ou d'un peu plus de 2%, quasiment d'un seul coup. Et puis, on a en ce qui concerne la croissance, une perte de croissance qui sera très importante, de 1 point, voire un peu plus d'1 point de croissance. On a des manques d'investissement qui commencent à parler de récession aux États-Unis. Voilà, donc on a un tableau qui commence à se noircir quand même assez clairement pour ça complique l'équation, finie là-dessus, Bastien, pour la Fed de Jérôme Powell, parce qu'il y a moins de croissance, plus d'inflation, qui est compliqué à gérer. Mais en même temps, si Donald Trump lève un peu le pied, en tout cas
cette pause, cette reculade sur les droits de douane? Est-ce qu'on ne sait pas, voilà, moi je me dis quand même que si les marchés taux joue un frein, le marché du crédit, enfin la dette américaine joue une corde de rappel, un frein, à chaque fois que Trump voudra aller trop loin sur la guerre commerciale, et ben, les taux américains monteront en flèche et puis il reculera. Donc, Oui, donc pour la Fed, la situation elle est quand même extrêmement compliquée. Hein. Vous venez de le dire, la Fed a 2 objectifs. Il y aura probablement plus d'inflation et moins de croissance. Donc, il y aura plus de chômage aussi. Oui, moins de croissance, ça veut dire un marché du travail qui se dégrade et donc un taux de chômage qui monte. Et donc, dans un cas, il faut monter les taux, dans un cas, il faut baisser les taux. Donc la situation, elle est très compliquée. Après, ça, c'est quand on raisonne sur les fondamentaux économiques. Donc là, on a plutôt eu quand même des communications qui disent, même s'ils prennent leur temps, le sens, ça sera plutôt des baisses de taux directeurs. Mais ça, c'est sur les fondamentaux économiques. Ensuite, il y a ce qui se passe sur les marchés financiers. Et vous venez de le dire, les conditions se sont dégradées sur les marchés obligataires, avec des mouvements de taux qui ont été très erratiques finalement sur les derniers jours, qui étaient très difficiles à expliquer par des fondamentaux, des facteurs techniques, avec probablement des acteurs qui sortent de positions très importantes, ce qui crée des mouvements complètement désordonnés sur le marché. Et il faut se souvenir qu'en mars 2020, donc mars 2020 c'était le mois du Covid, hein, le pire de la crise Covid, quand la Fed avait déclenché son quantitative easing à l'époque, était le QE le plus important de l'histoire de la Fed, c'était pas parce qu'elle craignait la dépression économique aux États-Unis. C'était vraiment parce que le marché des titres du Trésor fonctionnait extrêmement mal et ils voulaient finalement remettre de l'ordre dans ce marché-là. Donc, au final, c'est peut-être les conditions financières, la dégradation des conditions financières qui va déclencher une action de la Fed qui pourrait baisser ses taux et éventuellement faire une sorte de quantitative easing technique pour essayer de remédier finalement au dysfonctionnement. Ça, c'est le worst case dans le pire des cas. Tout à fait. Allez, merci beaucoup. Explication signée Bastien Dreux, responsable des études et de la stratégie chez CPRM. Merci. Merci. Et Megatrend revient dans quelques jours sur Boursorama.